Yves Saint Laurent, Patou, Goyard, des maisons de haute couture et de luxe à la française dont la légende fait rêver. Derrière leur prestigieuse histoire, des hommes et des femmes se mobilisent pour préserver leur inestimable patrimoine. Ils sont les gardiens du temple. Pénétrons avec eux dans les coulisses du savoir-faire et de la tradition. Paris, à 2 pas de la place de l'Alma. Un hôtel particulier au luxe discret. Un public, passionné de mode, est venu découvrir l'ancienne maison de couture d'Yves Saint Laurent, devenue depuis 10 ans une fondation dédiée à l'œuvre du maître. Donc avancez, bienvenue. En temps normal, Sandrine Teinturier est la conservatrice du lieu. Mais une fois par an, lors des Journées du patrimoine, elle accueille les curieux dans des salles habituellement fermées au public. On va fermer les portes, peut-être. Avec ses équipes, Sandrine a pour mission de conserver précieusement les trésors du créateur et de diffuser son histoire. La maison de couture s'est installée ici en 1974 et cet espace servait aux essayages pour les clientes. Il y avait le grand défilé, puis des petits défilés pour les clientes qui voulaient revoir des modèles. Sandrine n'a pas connu Yves Saint Laurent, mais elle raconte avec ferveur 40 années de création du couturier qui, épaulé par son mentor Pierre Berger, créa une mode qui accompagna l'émancipation de la femme. En 62, ils ont conservé quelques modèles. Après, les années passant, de plus en plus de modèles. Et du coup, nous avons ici 5 à 6 000 modèles de haute couture. Je vous invite, ça sera au premier étage. Un œil sur l'actuel bureau de Pierre Berger. Un autre sur la salle de réunion où trône Yves Saint Laurent, peint par Andy Warhol en 1972. Avancez-vous. Le visiteur partage un court instant l'intimité du lieu et de ses résidents. Monsieur Berger a été le compagnon d'Yves Saint Laurent. Le chien est encore dans nos pattes. Moujik fait partie de la visite. Moujik, allez. Point d'orgue de la visite, l'endroit que tout le monde rêve de découvrir. Alors vous pouvez vous avancer, avancez-vous jusqu'au bout. Voilà, là on n'a plus d'espace. Ça c'est le studio de création d'Yves Saint Laurent. Chaque année, Yves Saint Laurent partait quelques semaines au Maroc pour dessiner ses collections. Il finalisait ses croquis sur cette simple table. Difficile aujourd'hui d'imaginer que ces crayons ne servent plus. Ça, c'est vraiment le dernier état de son bureau. Il s'est arrêté de travailler pour la haute couture en 2002, mais il a continué à venir ici tous les jours, comme s'il travaillait encore. Ça, c'est son dernier affichage, on va dire, comme dans une chambre d'ado, épinglé. Catherine Deneuve, qui a été très importante pour lui, une amie. Là au milieu, c'est son portrait par Bernard Buffet, c'est l'original. Il y a aussi les photos qui témoignent du destin fulgurant de celui qui, venu d'Algérie en 1953, va devenir très vite le jeune directeur artistique de la maison Dior. Quelques années plus tard, Pierre Berger, aujourd'hui directeur de la Fondation, l'encourage à ouvrir sa maison de couture. Quand nous avons ouvert cette maison de couture, j'étais certain qu'il s'inscrirait d'une manière définitive dans l'histoire de la mode. Bah oui. Pourquoi j'ai créé une fondation? Je le fais parce que c'est une manière de le prolonger et qui a une grande légitimité. Je suis très fier de l'avoir accompagné. Je suis très fier de continuer.
pour Chanel, c'est ravissant. 210, 220. À 200. Plusieurs fois par an, la salle des ventes parisienne Drouot accueille des ventes aux enchères de pièces de haute couture. 150. Plus là, sans regret, à 220. Le numéro 15, 800 euros. Collectionneurs, particuliers et conservateurs de musées enchérissent sur des centaines de vêtements de grands créateurs. For this model, it's too expensive. 242, Yves Saint Laurent haute couture, printemps-été 71. C'est un manteau en général façonné ivoire. Ce jour-là, une pièce est particulièrement convoitée. Un manteau griffé Yves Saint Laurent. 1200. 1800. 1000. 1700. Ah non, la partie est rude aujourd'hui. 2000 euros. À 2000, j'adjuge. Le manteau est acquis au téléphone par un enchérisseur plutôt discret. À 2000, nous À sommes. 2000. 142,10. Quelques jours ont passé. L'enchérisseur discret de Drouot n'est autre que la conservatrice de la Fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent qui achète régulièrement des pièces griffées du créateur pour étoffer ses collections. Accompagnée de Leslie, qui fait partie de son équipe, Sandrine va récupérer son trésor. Et là, c'est particulièrement un prototype de la collection 71. C'est très très rare de trouver ça. Donc là, il y a une griffe, ça a été mis au moment de la vente. Et c'est l'atelier de Monsieur Jean-Pierre, c'est l'atelier tailleur de Saint-Laurent. Là, on est ravis de la voir, elle est en très très bon état. Celui-là, nous tenions à la voir absolument. Au revoir, merci. Retour avenue Marceau. Comme à chaque fois qu'un nouveau vêtement rentre dans les réserves, il est soumis à un protocole draconien. On va rentrer dans la salle de transit où toutes les choses qui rentrent à la fondation passent. Alors, les deux pièces que nous sommes allés chercher vont rentrer dans la salle de quarantaine, dans l'armoire de quarantaine. On va les observer, voir s'il y a infestation. Et toutes ces pièces vont être annoxiées. On va les mettre dans des poches dans lesquelles on va enlever l'oxygène. On va les laisser 3 semaines dans ces poches. L'oxygène étant parti, tout ce qui peut vivre, la moindre larve limite, c'est un peu notre phobie. Les larves vont être détruites et du coup, on va pouvoir, on est sûr qu'elles seront pas infestées, elles vont monter, elles monteront au 2e étage pour être dépoussiérées. L'ancien atelier de couture de la maison Yves Saint Laurent est devenu le siège des équipes de conservation et de restauration. Et c'est celui-là. Ah bah super. Eh ben ça marche très bien. Ouais, ça descend pas tout à fait jusqu'en bas des manches. Une dizaine de personnes y prend soin des vêtements. Je pense. Ouais, à la taille. Super. Et c'est derrière cette porte blindée, accessible seulement au personnel de la Fondation et à de rares chanceux, que nous découvrons le sanctuaire. Les portes s'entr'ouvrent sur les créations mythiques du maître de la couleur. Protégées de l'humidité, de la lumière et des outrages du temps. L'organisation est méthodique selon les normes strictes d'un musée. Vêtements courts et longs d'un côté, plumes et cuir de l'autre, car ce sont des matières organiques sensibles à la lumière. Il y a plus de 6000 pièces qui continuent d'émerveiller la conservatrice. Voilà, un tissu qui tient tout seul, quelque chose d'assez magique.
Là, voilà, ce mariage de deux couleurs est quand même assez incroyable. Et tous les jours, on découvre une robe qu'on ne connaissait pas. Donc on leur trouve des petits noms en général, aux robes qu'on aime bien, aux robes particulières. Donc celle-là, on l'appelle la sardine. C'est quelque chose d'assez fragile, parce que les paillettes se déplacent. Donc la plupart des modèles brodés sont couchés ou seront couchés à terme. On passe à celle-là. Choisis par Yves Saint-Laurent lui-même, dès 1962 pour être conservés, ces vêtements sont des prototypes fragiles. Afin de prolonger l'espérance de vie de la collection, des restaurations sont effectuées régulièrement et les équipes assurent une veille permanente. C'est assez difficile de prendre la mesure de tout, mais en fait, c'est un travail de fourmi, petit à petit. On a souvent l'œil braqué sur des attaches qui tirent trop, du papier de soie qui déforme une manche. Donc on a plutôt l'œil là-dessus. Donc là, c'est le cauchemar des restauratrices qui, quand elles sortent une cape comme ça, doivent reprendre tous les fils tirés. Chaque année, de nouveaux modèles intègrent la collection, comme le manteau blanc acheté à Drouot. Mais l'espace dédié aux collections n'est pas extensible, ce qui rend la tâche de Sandrine complexe. Il faut vraiment ruser pour essayer de les aérer. Là, je pense que la priorité est vraiment de leur donner un petit peu plus d'air et de permettre d'éviter que des plis se forment, d'éviter que les choses ne s'abîment. Notre mission, c'est vraiment de les donner à voir. On nous les a déjà donnés à voir. On a des vêtements du début des années 60 qui sont dans un état de conservation exceptionnel. Donc on nous les a déjà transmis et évidemment, on espère les transmettre nous aussi. Changement de décor. Nous nous rendons à présent près de la place Vendôme, au 233 rue Saint-Honoré. Ici se tient la Maison Goyard, un établissement spécialisé dans le bagage de haute maroquinerie depuis le 19e siècle. Charlotte de Perrier est porte-parole de l'image de Goyard. Passionnée par l'univers de cette maison, qui a élevé le voyage au rang d'art de vivre, elle en connaît chaque page d'histoire. Ici, nous sommes dans la boutique d'origine. L'immeuble date du XVIIIe siècle et la boutique du XIXe siècle. C'est un lieu qui est chargé d'histoire et la Maison Goyard est le plus ancien maltier toujours en activité puisque l'on peut remonter son histoire jusqu'en 1792. À l'époque, c'était la maison Martin qui était le fournisseur officiel de la duchesse de Berry. La duchesse de Berry était la belle-fille de Charles X et Goyard était son fournisseur attitré. Ça a commencé à donner des lettres de noblesse à cette maison. Mais celui qui donne son patronyme à l'établissement, c'est François Goyard. Perpétuant le savoir-faire de ses prédécesseurs, il fonde sa maison en 1853 dans le quartier dynamique de l'Opéra. Tout autour de la rue Saint-Honoré, nous sommes à proximité du jardin des Tuileries, du palais des Tuileries à l'époque, et par conséquent, c'est la concentration de nombreux hôtels qui voient arriver une clientèle aisée, une clientèle européenne. La bonne société européenne fait ce que l'on appelle à l'époque le tour de l'Europe, et donc la Maison Goyard s'installe ici pour être proche de ses clients. Il y a 15 ans,
un homme d'affaires originaire du sud de la France a relancé la maison qui était un peu tombée dans l'oubli. Aujourd'hui, Goyard fabrique et vend toujours des bagages d'exception dans la plus pure tradition de la haute maroquinerie française. Mais ce qui fait le caractère unique de la maison, c'est qu'elle réalise des mâles sur mesure, à milieu de la production de masse. Pour assister à la naissance d'une mâle, il faut aller jusqu'aux ateliers de Carcassonne, où nous rencontrons les 3 frères Signol, Alex, Pierre et Rémi. Les autres côtés, c'est toi qui les as fait? Fils de l'actuel propriétaire, ils sont aujourd'hui en charge de la fabrication des bagages Goyard. Tu attaques les couleurs maintenant du... Ouais, je le fais maintenant. Ouais. Aussi passionné que son père par l'histoire de la maison Goyard, Alex s'est formé sur le tas au métier de maroquinier maltier. À la tête de l'atelier dédié aux mâles, il supervise une dizaine d'artisans qui travaillent comme il y a 150 ans. Bonjour Thomas, ça va? Oui, tout se passe bien. Là, le matage, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Bon, il va falloir finir aujourd'hui. À l'origine de la fabrication d'une malle, il y a toujours un rêve. Celui d'un amoureux des objets rares qui se traduit sur une feuille par un croquis. On est dans la poésie, on est dans l'évasion. Il peut la contempler et commencer à imaginer, à rêver ce qu'il va pouvoir en faire. Et c'est quelque chose qu'on fait, oui, systématiquement quand une commande spéciale est passée. Dans l'atelier, quelques machines modernes ont fait leur apparition. Mais les artisans utilisent toujours les outils traditionnels. Comme tous les maltiers ici, Florence se dédie à une malle qu'il réalise de bout en bout. Son geste est précis, patient, pour que l'objet du rêve soit parfait. On va être minutieux, on va aimer l'objet au fur et à mesure qu'on le fabrique. Alors au début, il est nu, puis au fur et à mesure, on lui donne vie. Tout ce qui n'est pas esthétique, on va l'habiller pour le rendre beau et utile. Pierre, le cadet des frères Signol, s'occupe de l'impression manuelle de la goyardine. Cette toile, dont le procédé de fabrication n'a presque pas changé depuis le 19e siècle, fut inventée par Edmond Goyard. Composée de lin et de coton, imperméable car recouverte d'une résine étanche, elle tire son origine du métier de flotteur des ancêtres Goyard. Originaire de la Bourgogne, il transportait du bois de chauffe sur la Seine pour les habitants de la capitale. Le trajet entre la Bourgogne et Paris par les cours d'eau durait 11 jours. On a tiré la toile de ces grands vêtements qu'ils avaient, ces grandes vestes qui étaient étanches. Ce dessin de goyardine représente l'enchevêtrement de ces bûches dans les cours d'eau. Ça, tu peux faire aujourd'hui. Ouais. Demain, tu peux faire les retouches intérieures de la couronne, voilà, ouais, et extérieures du blason. Très bien. Autre tradition qui n'a pas changé, le marquage des bagages. C'est Rémi qui perpétue ce savoir-faire qui consiste à personnaliser une malle avec un chiffre, une initiale ou un blason. En fait, cette tradition remonte au 19e siècle. C'est la haute bourgeoisie française et l'aristocratie qui l'utilisaient plus à des fins pratiques, on va dire, qu'esthétiques, puisque c'était pour eux un moyen de reconnaître leur malle au milieu d'un flot de bagages. Donc ça leur permettait de retrouver leur malle assez rapidement. C'est de l'artisanat, voilà, c'est à petite échelle, de travailler à la main, d'avoir ce respect de la matière. C'est tout ce qui est autour de l'histoire de Goya, en fait, qui moi, me passionne, en fait. Et je suis aujourd'hui fier de perpétuer la tradition. Florent vient de finir cette malle armoire qui lui a demandé plusieurs semaines de travail. La wardrobe, comme on l'appelait au siècle dernier, évitait aux voyageurs en paquebot d'avoir à déballer ses vêtements à chaque escale.
Qu'est-ce qui te reste à finir à l'intérieur? Donc là, il me reste la partie plateau à finir. Une conception romanesque du voyage que la Maison Goyard perpétue fidèlement. C'est repartir un peu dans le temps, parce qu'on est quand même dans un monde hyper moderne où on va avoir des bagages très légers et très souples, mais il n'y a pas d'esthétisme, quoi. Donc du coup, c'est vraiment travailler sur un produit de luxe. Mais c'est vrai que la fierté de signer à la fin est énorme. J'aime les choses bien faites et c'est vrai qu'avec une malle, on laisse quelque chose derrière, on laisse une trace, on laisse un patrimoine qui va perdurer dans le temps et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Et j'espère qu'un jour, un de mes 3 enfants pourra peut-être prendre la relève. Un entrepôt de la banlieue parisienne. Nous retrouvons les équipes de conservation de la Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent sur une séance photo un peu particulière, orchestrée par la photographe Sophie Carr. L'équipe de Sandrine vient de recevoir une collection de costumes de music-hall, dessinés par le créateur, et portés sur scène par sa grande amie, la danseuse Zizi Jeanmaire. Parfait, Sandrine, ce pompon là. Donc voilà, c'est ce qui est très intéressant, c'est de le voir de près, des choses qu'on avait toujours vues ou sur photo ou sur croquis. Pour la Fondation, c'est une exceptionnelle acquisition. Est-ce que ça vous suffit là? C'est peu connu, mais pendant toute sa carrière, Yves Saint Laurent a créé avec passion des costumes pour la scène. Ces 50 looks de Zizi Jeanmaire, dont les photos rentreront aux archives, en sont la preuve. C'est bon, c'est bon. Ça raconte son histoire, son amour de la scène et son amour des planches et son amour du costume de spectacle, du costume de théâtre, du costume avec lequel on joue, avec lequel on danse. Pour l'équipe, ces costumes sont différents des prototypes haute couture de la Fondation. L'usure des vêtements raconte une vie sur scène. 1000 précautions sont donc prises pour faire prendre la pose à ce bijou. C'est là que c'est pas beau du tout. Ça se voit pas tellement le bec à côté. Non. En fait, ça demanderait presque un mouvement. Si on avance un petit peu plus la jambe, c'est bien. On l'a dans la boîte. Il est très abîmé, donc on essaie de ne pas le montrer, c'est aussi de le faire tenir et qu'on ait l'impression qu'il soit porté. Des vieux vêtements, un peu usés par la danse, il va falloir les magnifier. L'urgence, c'est qu'il soit présentable pour la photo. Est-ce que c'est des brillants? C'est une touffe vers le haut, une touffe vers le bas. D'accord, non, je pense pas. Mais certains costumes sont trop abîmés, comme cette veste, dessinée pour Zizi Jeanmaire en 1977, que la restauratrice Émilie Hénard doit réparer sur place. Les plumes ont été cassées à cause des mouvements de danse. Pour celle-là, par exemple, je vais faire un doublage par l'arrière. C'est-à-dire j'utilise un matériau du genre papier japonais, etc., qui sont des matériaux qu'on utilise très souvent en conservation. Et puis je vais mettre sous poids pendant le temps du séchage de la colle. Si tout va bien, on récupérera une grande partie de la courbure de la plume, parce que c'est vraiment ce qui fait l'intérêt du costume, le panache, quoi. Lola et Catherine, archivistes à la Fondation, nous ont donné rendez-vous dans la salle de réunion. On a le numéro 165 ici. 165. Nous découvrons avec elles les croquis des costumes de Zizi Jeanmaire, photographiés quelques jours plus tôt. De l'encre magenta. Je pense que c'est de l'aquarelle, ce qui est de couleur chair. Je pense.
Ces merveilles révèlent une facette méconnue du créateur de mode. C'est vrai que ces croquis sont assez fascinants parce qu'ils sont différents de ces croquis de haute couture. Mais en même temps, il y met toute sa créativité et peut-être tout ce qu'il ne pouvait pas exprimer en haute couture, où il y avait quand même des contraintes quand même très importantes. Pierre Berger a décidé de partager ses croquis sur le site de la Fondation, ainsi que des centaines de photos qui dormaient dans les cartons. Sur scène, je pense que Gainsbourg n'était pas là tous les soirs. Le public peut donc découvrir l'œuvre d'Yves Saint-Laurent sous forme d'un document en 3 volets, un triptyque. L'idée, c'est d'avoir une première partie avec le croquis, une seconde partie avec le vêtement et une dernière partie avec l'image d'archive. Ici, on a Belle de jour, un film de Louise Buñuel de 1967 avec Catherine Deneuve. On essaye de contextualiser comme ça les objets qu'on possède et de finalement créer un ensemble qui fait sens, qui est cohérent et qui permet vraiment de réaliser le processus créatif de Monsieur Saint-Laurent, du dessin à l'objet fini et à son spectacle, au film pour lequel il a été réalisé. Une nouvelle façon de faire rayonner l'œuvre du couturier. Transmettre via Internet, très important parce qu'on le fait pas pour soi, on le fait pour après, pour les générations futures. Derrière la place de la Concorde, au 7 rue Saint-Florentin, vient de renaître une boutique qui fit le bonheur des femmes des années folles. Nous sommes à l'adresse historique de la maison de couture du célèbre créateur et parfumeur Jean Patou. Après avoir été acclamé, la griffe s'était peu à peu endormie. Mais il y a 2 ans, un groupe anglais relance la parfumerie. Aujourd'hui, la marque remet au goût du jour les anciens parfums de la maison. Bruno Cottard et Thomas Fontaine, le parfumeur maison, sont les artisans de ce renouveau. Voilà, c'est un grand floral vert, poudré. On voit déjà là, le Joy qui pointe son nez. C'est passionnant parce que, si vous voulez, il y a d'abord l'histoire que ça raconte. Les parfums héritages que nous refaisons, comme Amour, Amour, que sais-je, Adieu, Sagesse, comme ceux que nous allons refaire, L'heure attendue, qui célèbre la libération, Vacances, qui célèbre les congés payés, Colonies, qui célèbre la richesse des territoires lointains de l'époque. Tout ça, c'est l'histoire de France récente et contemporaine. Et cette histoire de France, elle se traduit par le parfum. Et le parfum, c'est l'histoire des hommes et des femmes. En 1914, Jean Patou ouvre sa maison de couture à Paris. Grand séducteur, ami des aristocrates, de Joséphine Baker et de Louise Brooks, sa mode séduit et libère la femme. Très en avance sur son temps, il invente le sportswear de luxe et le maillot de bain. En 1923, il lance sa gamme de parfums. Et la première huile solaire, Caldé, car la tendance est au grand air. Joy, son parfum le plus célèbre, voit le jour comme un cadeau à ses clientes américaines ruinées par le crash de 1929. Grand seigneur, il l'expédie à 250 femmes qui ne peuvent plus se payer le luxe d'un paquebot de New York à Paris. Nous allons suivre Thomas Fontaine, le nouveau parfumeur de chez Patou, qui veut faire revivre les parfums oubliés du maître. Afin d'être fidèle à l'esprit de ses créations, il doit en retrouver les formulations. Thomas nous invite à le suivre à l'Osmothèque de Versailles. Un lieu unique au monde où l'on peut sentir et faire revivre des parfums disparus qui ont fait la renommée de la parfumerie française. Thomas a rendez-vous avec Jean Kerléo, fondateur de l'Osmothèque, qui a consacré sa vie au monde des senteurs. Bonjour, restez assis. Quel plaisir de vous voir. Moi aussi. Pour Thomas, Jean Kerléo est un maître, car il fut le parfumeur exclusif de la maison Jean Patou pendant plus de 30 ans.
Il a créé une dizaine de jus, dont le célèbre 1000, grâce à cet orgue à parfum, outil de base du parfumeur. En fait, c'était mon orgue chez Patou. Là, c'était vraiment ce qui était pratique pour travailler, avec donc une balance, donc, ce qui fait qu'on peut faire la pesée directement. On écrit une formule, et après, il suffit de peser les matières premières au fur et à mesure. Thomas est venu consulter Jean Kerléo car il souhaite faire renaître Vacances, un parfum créé en 1936, depuis longtemps retiré des présentoirs. L'extrait se trouve dans les frigidaires d'une salle sécurisée où sont conservés 2300 parfums actuels ou disparus, dont Jean est le gardien. Il y a l'autre Patou qui est derrière. Alors le voilà. Ah bah oui. Grâce à Jean, ce parfum n'a pas totalement disparu. Il en a refait lui-même la formulation sur la base d'archives retrouvées chez Patou. Thomas peut ainsi découvrir pour la première fois la senteur du parfum Vacances. C'est une écriture qui est très très jolie, c'est délicat, c'est très moderne. Ça n'a vraiment pas pris une ride. J'espère qu'on aura du succès en le relançant. Pour plaire aux femmes d'aujourd'hui, qui porteront le nouveau Vacances, Thomas va s'inspirer de sa note principale, tout en la réinterprétant. Je viens le sentir pour me donner une idée de ce vers quoi je vais devoir tendre. L'avis de Jean est très important pour moi parce que cette connaissance, il est le seul à la détenir. Donc j'ai besoin de ses conseils éclairés. Je trouve que c'est une satisfaction de pouvoir être l'interprète, si l'on peut dire, de l'esprit, de l'image d'une maison à travers un parfum pour pouvoir la pérenniser et la faire connaître par rapport aux générations actuelles et futures. En véritable archéologue des parfums tombés dans l'oubli de Jean Patou, Thomas Fontaine doit remonter à la source des matières premières et des fournisseurs qui en ont fait le succès. Nous l'accompagnons à Grasse, capitale mondiale du parfum et patrie des parfumeurs. Ici, la culture de la fleur est un patrimoine bien vivant, préservé par une poignée de passionnés. Thomas a rendez-vous ce matin à Cabris, un petit village perché des Alpes-Maritimes. Olivier Mort, fournisseur de matières premières, l'accueille dans la maison de Edmond Roudniska, célèbre parfumeur français mort en 1996. Créateur de Diorissimo, Eau Sauvage, Diorella, quelques-uns des plus célèbres parfums de Christian Dior, il fut également l'ami du couturier. L'endroit est toujours un lieu de création de parfums. C'est aussi un laboratoire d'idées et de recherche autour des matières premières qu'Olivier rapporte du monde entier. On va sentir les trois cœurs du vegan héritage, donc du que sais-je, amour et de sagesse. Parce que là aussi, on a commencé à faire des pilotes et on s'aperçoit que les mélanges sont quand même très riches, de très belles matières premières à très forte valeur ajoutée. C'est en collaboration avec Olivier que Thomas a recréé l'an dernier une nouvelle version de Joy, appelée Joy Forever. On sent qu'il y a de la matière. Je suis le compositeur, donc j'écris les notes sur la partition et Olivier va jouer la partition. C'est-à-dire qu'il est un peu le chef d'orchestre qui va mettre en musique et interpréter cette partition. La symphonie des senteurs peut se jouer ici avec 1000 instruments. 1000 matières premières, animales, végétales et de synthèse contenues dans ces flacons. Au milieu de toutes, la rose et la fleur élurène par notre parfumeur. Patou a toujours mis de la rose dans ses parfums, en allant jusqu'à un summum qui est à travers le Joy où on a pratiquement que de la rose et du jasmin. La fleur fait encore vivre une industrie parfumière très active dans la région. De ses pétales est extraite une pâte appelée concrète, le caviar des parfumeurs. On a grosso modo une tonne de fleurs, on récupère 2 kilos de concrète, cette espèce de cire qui est absolument... Puis en plus c'est de la cire végétale, donc c'est presque hydratant pour la peau. Et cette cire, on la retraite à l'alcool et on pourrait obtenir à la fin 1 kilo d'absolu.
Tu as vu cette couleur? On est vraiment sur un rose assez intense, presque marron. Je trouve que c'est excellent. Tu as vu, il ne faut pas passer à côté de ça. Hein. C'est vraiment une vraie valeur ajoutée. Donc, faut se dépêcher. Donc, évalue-le. Oui, non, là, il va falloir se décider. Chez Patou, dans ton laboratoire. À partir de ce nouveau cru, Thomas va pouvoir imaginer sa prochaine création. Sera-t-elle aussi luxueuse que le tout premier Joy créé en 1929 ? C'est le parfum le plus cher au monde. En 25 ans de parfumerie, c'est le concentré le plus cher que j'ai vu en prix, au niveau du prix de revient. Parce que le jasmin de Grasse vaut 70 000 € le kilo, la rose de mai vaut entre 20 et 25 000 € le kilo. Quand vous en avez 80% dans un parfum, vous comprendrez que le concentré vaut très très cher. La rose de Patou n'a qu'un pays, celui des contreforts de Grasse. Thomas nous invite à le suivre chez Jean-Paul Joubert, cultivateur de fleurs à parfum depuis 5 générations. Elles sont belles là, elles sont absolument superbes, elles sont magnifiques. Thomas est venu suivre la cueillette de la rose centifolia, qui ne se fait qu'au mois de mai, d'où son autre nom, rose de mai. Elles sont bien, là, ce côté bien charnu de la centifolia, qui a ce côté presque un peu paillé qui est bon. Pour notre parfumeur, la centifolia, c'est la rose ultime. À chaque fois de sentir une rose, parfois on découvre une facette qu'on ne connaissait pas, sur laquelle on était passé. Parfois ça nous donne des petites idées. Vraiment qu'elles ont la dextérité dans le coup de main, là, c'est... On voit là, Vous pouvez vous mettre à côté. Ah oui, elles ont le rendement. Fragile, la rose est cueillie à la main par les femmes de la région depuis des siècles. On tourne la rose, on la pince et on la tourne. Ça fait qu'elle casse. Et on ne prend pas la tige qui est dessus. Derrière les parfums Patou, il y a des hommes et des savoir-faire préservés grâce aux parfumeurs. Il y a aussi un terroir, unique au monde, entre la Méditerranée et les Alpes du Sud, sur lequel les fleurs poussent. Revenir ici, c'est à chaque fois presque réapprendre mon vocabulaire. Et puis, c'est toujours important de garder, moi je trouve, un lien, c'est peut-être mon côté paysan qui ressort, de garder un lien avec les racines, avec la terre, avec le terroir, qui est complètement la source de notre métier et de nos parfums. Voilà, donc c'est vraiment un retour aux sources. Vincent Marchelli est responsable du patrimoine de la maison Goyard, le plus ancien maltier parisien. Il nous conduit ce matin vers un endroit secret que seuls quelques initiés connaissent. Il faut descendre dans les sous-sols de la capitale et passer plusieurs portes pour découvrir une collection unique de mâles Goyard constituée par la maison depuis des années. Elles ont partagé l'intimité de célébrités du XXe siècle. Mais elles sont fragiles car beaucoup d'entre elles ont traversé les frontières et les océans. Cette pièce est assez exceptionnelle. C'est une pièce en mauvais état. Elle a appartenu à Maria Pavlova de Russie. Elle a utilisé cette malle lors de son exil, puisqu'après son exil, elle a travaillé pour Coco Chanel. C'est une pièce qui a énormément voyagé et que nous allons devoir restaurer en respectant les traces du voyage. Vincent a donné rendez-vous à Robin, maltier, qui vit au contact permanent de ces vieilles dames qu'il cajole de ses mains expertes. On peut l'ouvrir? Oui, bien sûr. J'aime bien voir à l'intérieur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Cette malle, ayant appartenu au couturier Jean Patou, a récemment été achetée dans une salle des ventes. Quand même un petit peu abîmée à ce niveau-là. Elle est complète, c'est l'essentiel. Robin vient de commencer la restauration de cet objet qui date des années 30. On va prendre soin de nettoyer les laitons sans abîmer le cuir. Et ensuite, on va venir identifier tout ce qui a pu être endommagé au fil du temps.
Donc, par exemple, ici, on a la charnière du dos qui a beaucoup souffert et qui a été endommagée. Donc, nous, on va avoir pour mission de revenir consolider cette partie-là pour que l'ouverture se fasse comme à l'époque, sans rien perdre de l'aspect actuel de la malle. L'intérieur est en toile. Donc, on voit ici le marquage qui a été fait pour l'ancien propriétaire qui était donc Jean Patou. Le tissu a beaucoup pris l'humidité, mais voilà, ce sont des choses qui font partie du vécu de la malle. Et ça va passer par des réparations voilà, qui sont d'ordre fonctionnel, donc des sangles qui ont été rompues ou des choses comme ça. L'intérêt d'une restauration, c'est de conserver l'âme du voyage tout en stabilisant l'objet pour ne pas qu'il s'abîme davantage. Il n'est pas question de les refaire à neuf. On n'aurait vraiment plus le message de la patine du temps, qui est important pour nous de conserver, en tout cas pour la maison Goyard. Aucune malle n'est identique, chacune a son histoire. Robin et Vincent prennent soin de toutes. Notre responsable du patrimoine nous entraîne place Vendôme dans les bureaux de la maison Goyard. Alors voilà, une des pièces qui me donne du plaisir chaque matin, avec une toute petite partie de la grande collection de 600 malles, accumulées depuis une quarantaine d'années par le propriétaire actuel. Les voir revenir ici, c'est aussi les voir témoigner de tous ces voyages transatlantiques, pour la plupart d'entre elles. La révolution des moyens de transport, qui commence dans la seconde moitié du 19e siècle, va voir une population aisée se déplacer en train, en bateau et plus tard en voiture. Les générations de Goyard se succèdent. Ils misent sur l'innovation et imaginent des malles légères qui accompagnent les besoins des voyageurs. Malle à chapeau, malle à chaussures, malle automobile, malle à pique-nique. La malle armoire reste la plus connue et la plus pratique des malles de luxe. Et c'est celle d'une femme d'exception que Vincent nous fait découvrir. Alors, ce qui est intéressant également sur cette malle de Coco Chanel, c'est qu'il y a encore une étiquette de l'hôtel Pierre. C'est l'hôtel à New York où elle avait l'habitude de rester uniquement. Il fonctionne toujours, hein, on va pouvoir l'ouvrir, ça c'est assez exceptionnel. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, ces objets du rêve sont des objets que nous avons à cœur de reprendre, de conserver. L'aménagement intérieur de la pièce est un aménagement qui a été voulu par Coco Chanel, avec ici quelques housses qui pouvaient être adaptées à la forme du vêtement. Ici, on a une petite planchette de hêtre qui permettait de bien maintenir les vêtements pour ne pas les abîmer pendant les transports qui pouvaient quand même durer une bonne semaine. Des cintres, il doit exister à peu près une dizaine de formes de cintres différents chez Goyard, qui correspondaient chacun à une utilité très particulière. Voilà. La magie de l'histoire est allée encore un peu plus loin, parce qu'à l'intérieur de cette magnifique malle, il y avait encore quelques effets personnels de Coco. Voilà. C'est vrai que nous avons ici un moment d'intimité assez parlant. Lorsqu'une nouvelle malle revient à la maison mère, après une longue vie passée en voyage, c'est toujours un événement. Qu'elle ait été achetée en salle des ventes ou comme cette fois-ci chinée aux puces, Vincent va l'accueillir avec les honneurs dus à son rang. Et c'est Elisio, antiquaire spécialisé dans le bagage ancien et fournisseur de la maison Goyard, qui la livre en personne. La chance, elle est passée dans l'ascenseur. Ouais. 1880, ça. De toute façon, c'est le Second Empire, les robes à crinoline. Ouais, super, j'aime bien, ça fait plaisir quand il y a des pièces complètes qui arrivent. Vincent jubile, car ce modèle manquait à la collection. C'est une pièce qui a réellement été construite pour le transport des robes à crinoline, qui étaient accrochées sans leur crinoline sur les petits crochets à l'intérieur. Et puis la crinoline elle-même, donc ce cerclage d'osier ou de bois,
qui était incompressible, épousait parfaitement la forme du bombé, ce qui permettait de réduire la taille globale, l'encombrement global, en conservant une forme pratique au transport des crinolines. Bien avant la reprise de Goyard, l'actuel propriétaire collectionnait déjà les malles. C'est même elles qui l'ont conduite à racheter l'établissement. Loin d'être des objets sans vie, ces malles donnent aujourd'hui des idées pour concevoir les nouvelles collections de bagages. C'est une inspiration au quotidien. On a vraiment très envie de comprendre quel était l'état d'esprit à la construction de la plupart des produits qui sortaient de nos ateliers et qui sortent encore aujourd'hui. Augmenter les collections du patrimoine, c'est aussi augmenter le témoignage pour le futur. Cette maison Goyard est vraiment extraordinaire par rapport à d'autres grands noms de la place de Paris, où là on a un propriétaire passionné avant d'être financier. Donc quand tu es aujourd'hui encore 17 ans après où il retrouve un bagage, un objet, un sac, il va venir me le montrer, s'il l'a chiné au plus là où je suis, il va regarder un détail, il va vous montrer des détails que nous marchands ne voient pas. Et c'est là qu'on voit la passion de l'objet par lui-même. C'est une vraie passion au départ. Retour avec les équipes de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. Ce matin, Sandrine et Leslie vont chercher une des robes iconiques du créateur, prêtée au musée d'art moderne de la ville de Paris. L'objet était montré depuis plusieurs mois dans le cadre d'une exposition consacrée au peintre Serge Poliakoff. Saint-Laurent s'étant inspiré de l'artiste peintre pour l'une de ses collections. Une des vocations de la Fondation est d'œuvrer pour que des créations d'Yves Saint-Laurent soient découvertes par le grand public. Elle confie donc souvent des pièces à des musées. Après avoir duré plusieurs mois, la rétrospective Poliakoff est à présent terminée. L'équipe de Sandrine procède au décrochage du vêtement. Un cérémonial bien rodé qui commence par une micro-aspiration de la robe. Non, c'était... Sandrine fait ensuite le constat d'état. D'autant plus important que la robe a été montrée au public pendant plusieurs mois, sans vitrine. Donc état de solidité, on est d'accord. État textile, bon, c'est les robes sans problème, ça. Après, c'est un contrôle, un check entier du vêtement pour savoir s'il a souffert de sa mise en exposition. Auquel cas, on préconise de ne plus l'exposer. Là, en l'occurrence, il a bien résisté. Amateur d'art, Yves Saint-Laurent s'est inspiré des grands peintres du XXe siècle. Braque, Wesselmann, Mondrian. C'est ainsi qu'il a créé la robe Poliakoff, qui fait partie de la collection Automne-Hiver 1965. Je pense qu'il a été assez sensible à ce qui se passait autour de lui. Et les années 60, c'est un débauche de couleurs. Et je pense que ces rapports avec les artistes, c'était une solution pour mettre de la couleur dans ses robes. Et la collection d'après, c'est la collection pop art. Et là, on trouve des couleurs encore plus éclatantes. Yves Saint-Laurent s'est inspiré de la façon de travailler en fait, de Serge Poliakoff. Il a dit lui-même qu'il ne souhaitait pas copier un tableau particulier, mais au contraire rendre cette notion d'architecture qui existe dans les tableaux de Poliakoff, comme elle existe dans les tableaux de Mondrian également. C'est donc une interprétation d'Yves Saint-Laurent de la peinture de Poliakoff. Et c'est beaucoup plus intéressant qu'une simple copie. La robe Poliakoff doit à présent rentrer à la Fondation, où elle sera prise en charge par l'équipe de Sandrine. Oui. Après un temps de repos obligatoire d'au moins 3 mois, il sera possible de l'exposer dans un autre musée. Une œuvre rentre, d'autres s'apprêtent à partir.
va peut-être pas faire que des boules partout. Oui, c'est ça. Cet après-midi-là, à la Fondation, c'est l'effervescence des grands jours. Toute l'équipe est mobilisée pour empaqueter 4 modèles haute couture Saint-Laurent qui partent pour le MOMU, le grand musée de la mode d'Anvers, en Belgique. Le thème de l'exposition est la plume. Il s'agit donc d'empaqueter des œuvres fragiles. Effectivement, pour que ça transporte dans de bonnes conditions, il faut que l'objet soit complètement stabilisé, ne se balade pas dans la boîte. Donc on essaye de garder un rembourrage très aérien, très léger surtout. Et on ajoute par exemple ces formes un peu plus rigides, pile à la dimension des boîtes, pour vraiment, ça a vraiment pour vocation de caler les espaces vides. Donc les plumes en plus étant un des matériaux les plus fragiles et les plus sensibles. Et si on ne les traite pas comme des œuvres d'art, ils ne pourront pas nous succéder. Et qu'on ne travaille pas pour un temps court, on essaye de préserver au mieux la vie de l'objet, pour pouvoir le transmettre aux générations futures. Laisser un héritage pour la pérennité de la mode, c'est ce qu'a toujours souhaité le couple Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Bien sûr, je me sens un gardien de ce patrimoine, mais je suis un gardien, comment dirais-je, généreux. Je ne suis pas un gardien qui pense qu'il faut le garder. Bon, au contraire, je pense qu'il faut l'ouvrir, je pense qu'il faut le partager, et je pense que la force de Saint-Laurent, c'est précisément ça. C'est qu'il a fait une œuvre partagée.